Donc moi je prends parti en fait d'ouvrir quelques questions et aussi de provoquer un petit peu votre pensée sur le sujet des frontières. Que sont les frontières aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on les étudie en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation qui va durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes. J'ai 6 transparents en tout. Pushing the Frontiers of Border Studies. En d'autres termes, comment est-ce qu'on va déplacer notre pensée sur les frontières. En français, on n'a pas autant de mots qu'il y en a en anglais. Frontier, borders, borderland, limits. En français, on a le mot frontière, on a le mot limite. C'est un peu difficile d'avoir ces nuances-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on sait qui va être présenté à l'occasion de cette conférence qui doit vous interpeller de mon point de vue? Que les frontières sont des choses qui existent, pour ainsi dire, depuis aussi longtemps que nos villes. C'est-à-dire, à peu près, si on inclut notre ère, à peu près entre 7 et 9 000 ans de l'âge de l'humanité. Hein. Les humains ont commencé à marquer le sol à peu près à cette période-là, quand ils ont commencé à construire leur première ville. Et que les frontières ou les limites des territoires sont en fait des choses qui apparaissent pour la première fois dans les régimes juridiques, il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près au XVIIe siècle. Elle commence, ça devient une idée qu'on peut avoir et à la fois des cartes et utiliser ce qu'à l'époque on avait du mal à délimiter, hein, parce que la délimitation, le marquage d'une frontière sur du papier était quelque chose qui restait approximatif. On pouvait l'inscrire dans des textes de loi internationaux. Donc au départ, si vous voulez, les premières frontières internationales qui apparaissent dans les textes de l'État moderne, hein, c'est après la paix de Westphalie, sont la reconnaissance qu'on peut avoir des traités internationaux qui reconnaissent en fait des espaces entre lesquels il y a des limites ou des régions transfrontalières ou des régions frontalières et qui permettent ensuite à ces États ou à ces royaumes à l'époque, parce que ce n'étaient pas vraiment des États pour parler d'États modernes, mais des royaumes ou des empires, d'avoir le privilège exclusif de l'utilisation de la violence au sein de ces territoires-là. Hein, c'est le principe même qui établit la souveraineté, qui permet ensuite d'établir l'autorité des États modernes et avec lesquels on vit. Alors il ne faut pas oublier cette évolution-là, parce qu'il ne faut pas du tout oublier, en quelque sorte, pourquoi dans notre imaginaire, et là je fais un peu le lien avec le travail artistique qui est proposé par cette conférence, que dans notre imaginaire, quand on pense frontière, on pense à un trait sur une carte. On est habitué à ça parce qu'on a été formé à l'école depuis plusieurs générations, mais pas autant de générations que ça, pour comprendre en quelque sorte ce qu'est la frontière. On pense la frontière comme quelque chose que l'on doit traverser. Le problème que l'on a avec ça, c'est que la frontière, comme le dit cette conférence, comme le disent les organisateurs de cette conférence et comme le disait tout à l'heure Cédric, c'est en train d'être transformé de manière assez fondamentale. Alors, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a une période qui a été en quelque sorte identifiée par Foucault comme la période disciplinaire. Alors la période disciplinaire, c'est une période dans laquelle les États, non seulement ont la capacité technologique de mettre en place des frontières et de les voir inscrites dans des textes de loi internationaux, mais ils développent aussi toute une politique de modernisation et de contrôle en particulier des nomades. C'est-à-dire que c'est la période de l'État-nation, c'est la période de la nationalisation des populations. C'est comme ça qu'on prend un breton et un provençal et on en fait un français, par exemple, où on établit déjà la frontière et ensuite on établit tout un système policier qui permet de le contrôler.
Alors ces procédures, ces techniques, en fait, d'après Foucault, organisent une période où on lutte contre, je dirais, les nomades et le mouvement des populations. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder ça, je dirais, comme l'expression des flux dont on parle. On vous a parlé de flux, Cédric vous parle de flux. Aujourd'hui, on est dans une dynamique complètement différente qui va bien au-delà du contrôle des flux. Et c'est ça qui est très important de mon point de vue. Et on le sait dans la science sociale, dans tous les travaux qui sont faits au-delà de la science sociale, dans les humanités, dans les arts, on sait que justement le problème qui se pose, c'est que ça va beaucoup plus loin. Alors d'après des gens comme Foucault, mais aussi Deleuze par exemple, la période dans laquelle on vient d'entrer, on est rentré en particulier grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication, c'est en fait la période du contrôle. Donc les nouvelles technologies que les États ont mis en place et qui se sont développées en fait depuis les années 60-70, avec la révolution de l'information et de la communication, la révolution de l'Internet, c'est dans laquelle on est rentré, mais que l'on découvre encore, je dirais, dans tous les travaux de recherche qu'on fait, c'est en quelque sorte que le corps, notre corps, l'aspect physique que l'on a, est devenu le mot de passe. Ça veut dire qu'en fait, à titre individualisé, chaque humain sur Terre, ou chaque produit, tous les produits que l'on fabrique, ont leurs propres traces et sont tous identifiables, individuellement. Et ça transforme complètement, si vous voulez, l'espace géopolitico, géocartographique des frontières traditionnelles. Ça remet en cause de manière fondamentale le côté cartographique, le côté expressif et territorial des frontières. Ça individualise les technologies et ça remet donc en quelque sorte en cause notre compréhension du territoire. Alors laissez-moi en quelque sorte explorer ça un tout petit peu pour expliquer comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a déjà établi en sciences sociales, et ensuite je vais vous poser quelques questions, là-dessus. Alors la première chose bien sûr à revoir, c'est l'idée de la frontière. Alors en anglais on parle de boundary. C'est en fait le marquage territorial de la ligne transfrontalière ou de la ligne frontalière. Et le marquage territorial de la ligne frontalière, c'est ce qui permet en quelque sorte de découvrir que certains espaces, en fait, conjoints, sont divisés par un trait fictif qui n'est écrit en fait que dans le droit international public, droit des traités internationaux entre États. Et c'est aussi ce qui permet le développement de technologies qui évoluent. Donc, par exemple, c'est les premières cartes d'identité, qui sont maintenant des cartes d'identité biométriques, les premiers passeports, les premiers documents légaux qui permettent à certains de passer cette ligne fictive. Si vous êtes d'une culture, je dirais, de région transfrontalière, vous savez très bien que on ne sait jamais trop où est la frontière, ou au contraire, aujourd'hui, l'homme moderne ou la personne moderne sait très bien où est la frontière. On sait où on la passe, même si on est, par exemple, en train de traverser la frontière à travers les Alpes, par exemple, on sait que tel endroit, c'est le marquage de la frontière entre la France et la Suisse, ou c'est le marquage de la frontière entre la France et l'Italie. Mais pendant très longtemps, c'était des espaces vastes. Alors, dans la société de contrôle dans laquelle on vient d'entrer, en fait, le problème de la frontière n'est plus un problème de ligne. Le problème, c'est qu'on se pose la question de si on est devenu la clé, où se trouve le verrou ? Où se trouve, en quelque sorte, la serrure ? Parce que la serrure peut être placée n'importe où. La serrure, c'est plus un phénomène géopolitique, c'est plus un phénomène cartographique, c'est plus un phénomène spatial. C'est un phénomène qui peut être, en quelque sorte, à des points d'entrée et de sortie qui n'ont rien à voir avec l'espace.
ou presque plus rien à voir avec l'espace. Alors, est-ce que ça veut dire que les murs vont disparaître? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que les lignes et les traités internationaux vont disparaître? Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'on rajoute là un nouveau seuil de complexité, en quelque sorte. On rajoute, comme on a rajouté à la révolution industrielle, une révolution d'information et de la communication, une complexité sociale et scientifique, hein, la nécessité que l'on soit tous, en fait, à l'aise avec l'ordinateur, que l'on soit tous à l'aise avec un certain nombre de software de base pour avoir la capacité à avoir accès à l'Internet. Aujourd'hui, on est dans cette phase où la société du contrôle permet en quelque sorte d'individualiser complètement le contrôle et d'imposer des frontières en quelque sorte individuelles à chaque objet en mouvement, à chaque personne en mouvement, à chaque flux, à chaque flux, à chaque chose qui se déplace autour du monde. Et dans les politiques publiques, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'il y a des différences qui restent fondamentales entre, par exemple, ce qui est fait en Amérique du Nord et ce qui est fait en Europe. Et là, je vais juste en parler juste une seconde, mais on commence à savoir de manière assez précise que les frontières sont conceptualisées par les politiques de Schengen et par les politiques nord-américaines de manière assez différente. Il y a une conceptualisation, une compréhension de la frontière qui reste en Amérique du Nord très traditionnelle, traditionnaliste, alors qu'en Europe, elle est multifacette, elle est beaucoup plus complexe et elle a en quelque sorte transformé tous les États qui ne font pas partie des 28 États de l'Union européenne, les États qui sont les États autour de l'Union européenne, en grandes zones transfrontalières. Et donc on a des accords, les accords avec les politiques de bon voisinage, par exemple, qui concernent tout le sud de la Méditerranée, qui sont en fait des politiques très complexes qui allient la sécurité avec le développement économique, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, de mon point de vue, par rapport au texte, par rapport aux présentations que mes collègues ont mis en place ici? Eh bien, c'est cette transformation fondamentale à laquelle on fait face. On est face, en fait, à une société du contrôle des flux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tous les espaces sont transformés aujourd'hui en flux. L'espace traditionnel territorialisé, en quelque sorte, va être progressivement minimisé. En quelque sorte, de moins en moins important pour comprendre, je dirais, les nouvelles technologies qui vont être mises en place, qui sont les technologies du contrôle. Alors, je vais vous poser des questions dans deux thèmes des études de la frontière qui me semblaient importants. Le second thème est plus traditionnel, c'est le thème du gouvernement, de la sécurité. Le premier thème, c'est le thème de la culture. Et j'ai pris ce thème de la culture parce que ça me paraît important de lier donc l'Anti-Atlas, qui est un événement à la fois de sciences sociales, des humanités et des arts appliqués, des arts plastiques, pour penser la frontière de manière complexe, justement parce qu'on est face à un problème extrêmement complexe et un problème extrêmement difficile. Il faut allier toutes ces ressources que l'on a dans ces différents domaines de l'académie pour essayer de comprendre ce que l'on fait. Alors, si on regarde la culture transfrontalière, ou si on regarde la culture des frontières, qu'est-ce que l'on a ici? Et là, je prends deux textes. Dans la distinction, un texte de Bourdieu, on se rend compte en fait que des comportements différents, qui sont en fait des comportements qu'on pourrait presque appeler minuscules, des toutes petites choses très sensibles, font une très grande différence entre les classes sociales et entre l'association et la dissociation des êtres humains. Là, on est, en quelque sorte, encore dans une société, je dirais, qui est la société dont je parlais, qui était la société antinomadique. C'est-à-dire que la distinction, c'est l'étude
du développement culturel de sociétés stables. Nous devenons en quelque sorte des Provençaux parce que nous vivons en Provence de manière stable depuis 2 ou 3 générations. Et on développe une culture qui est propre au territoire de la Provence. Dans la société contemporaine, on remet ça en cause avec les nouvelles technologies de l'information et on remet ça en cause de manière très multiple, très peu évidente et certainement de manières qui ne sont pas visibles à nos yeux. Si vous regardez le texte 1984 de George Orwell, vous avez là un bon exemple, il me semble, de ce qui n'est pas évident et de ce qui remet en quelque sorte en cause. Alors il faut regarder bien sûr le film, il faut surtout lire le livre, à mon avis, c'est un texte très important pour comprendre en quelque sorte l'influence de la technologie sur la frontière aujourd'hui. Et ici, je pose la question tout simplement, est-ce que ce que Orwell appelle « doublethink », qui est en fait ce que nous on appelle aujourd'hui « politically correct » ou être politiquement correct, n'est pas en quelque sorte une sorte d'auto-sanction qui fait qu'on est accepté à travers des réseaux virtuels qui vont bien au-delà des réseaux territoriaux. Et donc il y a une espèce de discipline des flux, des réseaux virtuels, qui font qu'on est oui ou non accepté avec des gens qu'on n'aura jamais rencontrés de manière réelle, physique. On développe des relations de travail, on développe des relations virtuelles, culturelles, ludiques, etc., à travers ces choses-là. Et là, je pense que c'est très important de se rendre compte de ça, dans la mesure où la société de l'information et de la communication et du contrôle, en particulier, permettent à des organismes comme, par exemple, the National Security Agency, de vérifier que les discours qui sont en face de nous sont des discours qui sont acceptables. Je pense en particulier à ce qui s'est passé récemment quand on regarde les dévoilements de Snowden, et je vais revenir là-dessus. Alors, est-ce qu'on est face à un espace frontalier où, en fait, il y a une guerre culturelle, en quelque sorte mondiale ici, une remise en cause de la construction de la culture, une remise en cause de la construction de la distinction et aussi une police de la culture, une police de la remise de la construction de la distinction. Donc je pose la question ici, il me semble très important, où est-ce situé? Où est le pouvoir derrière tout ça qui est situé? Comment est-ce qu'on est lié à ça, mais aussi comment est-ce qu'on critique, comment est-ce qu'on a la capacité à remettre ça en cause. Alors si on regarde ça d'un côté, d'une autre facette qui est le problème de la gouvernance des frontières ou du gouvernement des frontières, il y a là une donnée qui me paraît très importante et qui remet ça aussi en cause, et j'illustre ça en regardant l'évolution historique dans les sociétés, dans la période antinomadique, si vous voulez, le grand souci des activistes, des militants, des gens de gauche, si vous regardez en particulier ça en Amérique du Nord, c'était la reconnaissance des droits fondamentaux de tous les humains. Et je mets en illustration, si vous voulez, l'idée qu'en France, ça se passe au XVIIIe siècle, mais en Europe, la première charte est signée en 1950. Donc elle a une génération d'existence. Et aujourd'hui, on a des technologies qui permettent au gouvernement de nous surveiller tous individuellement. On sait que c'est fait maintenant qu'on a eu l'affaire Snowden. On sait que ça a été pratiqué pendant des mois, peut-être même des années, par the National Security Agency. Et on a découvert en fait que la technologie permet l'individualisation de la frontière. Ça veut dire qu'on a tous, par exemple, dans cette salle, des droits qui sont individualisés. Je commençais à prendre cet exemple, mais quand je commençais à y penser, je pensais à mes propres enfants qui sont nés dans des pays différents, qui ont donc des passeports différents et qui ont donc un droit de voyage qui varie grandement.
Hein, j'ai des enfants qui n'ont qu'un passeport nord-américain, j'ai des enfants qui ont 2 passeports, j'ai des enfants qui ont 3 passeports et qui ont droit de voyage sans visa à travers des pays. Mais oui, mais c'est très important de s'en rendre compte. Hein. C'est très important de s'en rendre compte parce que pensez aux gens qui n'ont pas de passeport. Pensez aux gens qui ont, par exemple, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, la carte Nexus et qui, en fait, marchent à travers les frontières, ne sont plus jamais arrêtés. Ils sont déjà dans la base de données. Et pensez que bientôt, la technologie de la biométrie va nous permettre, en fait, de ne plus porter de carte. On n'aura plus besoin des passeports, on n'aura plus besoin des cartes biométriques. Parce que la technologie peut être, en quelque sorte, dépassée, peut être corrompue, et donc on en est maintenant à utiliser les yeux, les doigts, en particulier les iris, pour en fait identifier les êtres. Donc on n'aura plus besoin de tout ça. Et on aura d'une autre manière la NASA, par exemple, NSA, qui sera donc capable d'écouter les conversations téléphoniques, Internet, courriel de chaque humain, et qui, avec des algorithmes, sera capable de nous classifier en quelque sorte en plus ou moins dangereux, en plus ou moins culturellement acceptable. Donc ici, la question que je pose, et je la pose avec Jesse Jackson, alors je ne sais pas si vous savez qui est Jesse Jackson, mais c'est l'une des personnalités les plus importantes dans le monde des organisations des droits des hommes aux États-Unis. C'est l'un des anciens militants, par exemple, pour que les Africains-Américains aient le droit de vote dans les années 60. Hein. C'est l'un des, en quelque sorte, pères politiques d'Obama. Et il a dit récemment, dans une interview au Guardian, que du fait de l'étendue de la mise en place des technologies par la NSA, il fallait vraiment se poser la question de l'autorité morale de l'État américain lui-même, et qu'effectivement, comme j'ai mis la citation, « The scale and scope weakens our moral authority ». Donc, où est la frontière? Est-ce que c'est la frontière du téléphone qu'on décroche pour appeler quelqu'un? Alors, une des questions qui me semble fondamentale dans la conférence à laquelle on a le plaisir de participer aujourd'hui, c'est que cette complexité de la frontière, qui nous touche tous de manière individuelle, va être abordée avec des méthodologies très différentes. Vous allez avoir des artistes qui vont interpeller certains d'entre vous plus que d'autres. Vous allez avoir des anthropologues, des historiens, des sciences politiciens qui peuvent utiliser parfois des données beaucoup plus quantitatives, qui sont beaucoup plus en quelque sorte comme des économistes ou des ingénieurs et qui ont donc, on utilise toute une variété de méthodologies d'approche ici. Et je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître la force extraordinaire de cette interdisciplinarité ou multidisciplinarité d'approche des problématiques que l'on regarde. J'irai même plus, un peu plus loin en disant qu'il me semble qu'aucun d'entre nous ne devrait jamais questionner les relations que l'on a avec ces différentes approches de cette question complexe, parce que certaines approches auront une serendipity ou vont générer des questionnements très différents dans nos esprits, et c'est ça qui compte. La remise en cause de notre a priori de compréhension de ce qu'est la frontière. Elle n'est plus territoriale, elle n'est plus cartographique. Qu'est-elle donc? Où se situe-t-elle? Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il faut effectivement qu'on ait du courage, que les différents intervenants aient du courage et gardent un esprit ouvert, mais aussi que les gens dans la salle aient du courage pour vraiment remettre en cause la pensée que l'on a là-dessus et que l'on embrasse tous, en quelque sorte, cette approche multidisciplinaire, multiméthodologique de la question, pour remettre en quelque sorte en cause et pour essayer de comprendre les nouvelles frontières du XXIe siècle. Voilà, merci de votre attention.